à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal télévisé de 15 heures. Voici les grands titres de cette édition. À Rome, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Daoualé, renforce la coopération avec le PNUD autour du plan de développement ADEG. Et l'ONARS réunit les partenaires nationaux et internationaux pour préserver les acquis du cadre d'action global pour les réfugiés face à la baisse des financements humanitaires. Et l'Espagne décroche son deuxième titre mondial après sa victoire face à l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde 2026. Nous ouvrons cette édition avec la coopération entre Djibouti et ses partenaires internationaux, direction Rome, où le ministre de l'économie et des finances a effectué une visite de travail au centre du PNUD. Ilyes Moussa Daoualé, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la FAO, Idrissa Abdou Ali, et de la représentante résidente du PNUD, Alexandra Rocasalvo, a effectué aujourd'hui une visite de travail au centre du PNUD à Rome. Cette rencontre a été consacrée à la présentation du plan national de développement ADEG 2025-2030 et aux perspectives de collaboration entre Djibouti et le programme des Nations Unies pour le développement. À cette occasion, le ministre a exposé les principales priorités nationales en matière de développement économique, d'industrialisation et de gestion durable des ressources naturelles. Le centre du PNUD a pour sa part présenté ses missions ainsi que ses domaines d'intervention au niveau mondial et régional. Les discussions ont porté sur les possibilités d'accompagnement technique et financier du PNUD pour soutenir la mise en œuvre des projets du PND ADEG. Toujours dans le domaine de la coopération internationale, focus à présent sur la protection des réfugiés, préserver les acquis du cadre d'action global pour les réfugiés face à la baisse des financements internationaux. C'est autour de cette préoccupation majeure que s'est tenue ce matin au Palais du Peuple la réunion élargie du comité du cadre d'action global pour les réfugiés. Présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, cette rencontre a réuni donc les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, le représentant du Programme alimentaire mondial, le PAM, le préfet de la ville de Djibouti, les secrétaires généraux des ministères, les représentants des institutions nationales ainsi que les partenaires techniques et financiers. Organisée par l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS, en partenariat avec le HCR, cette réunion intervient dans un contexte marqué par une réduction sans précédent des financements humanitaires, compromettant les progrès réalisés au cours des dernières années en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil. Depuis la création de l'ONARS en février 1978, la République de Djibouti accueille et protège les personnes contraintes de fuir les conflits et les persécutions. Fidèle à sa tradition d'hospitalité et de solidarité, notre pays accueille aujourd'hui près de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile, soit environ 3,5% de sa population, tout en apportant chaque année assistance à plus de 500 000 migrants vulnérables transitant sur son territoire. Les échanges ont permis de faire le point sur les conséquences de la baisse des financements dans les différents secteurs d'intervention, notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, la protection, les services communautaires ainsi que la documentation des réfugiés. Les participants ont également examiné les initiatives de plaidoyer entreprises par le gouvernement et ses partenaires afin de mobiliser de nouvelles ressources et de préserver les acquis du CRRF. Les travaux se sont poursuivis avec une présentation des hauts responsables du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, M. Hussein Mohamed Chaldé, consacré à la situation actuelle des réfugiés depuis la suspension des financements internationaux. Et à l'issue des échanges, les participants ont réaffirmé leur engagement commun à préserver les acquis du cadre, à renforcer le partenariat entre le gouvernement, les agences des Nations Unies et les partenaires de développement et à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources afin d'assurer la continuité des services essentiels au bénéfice des réfugiés et des communautés d'accueil. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Mohamed Ali,
Kamil a dressé un état des lieux des défis auxquels est confronté le système national de protection des réfugiés. Écoutons-le. Notre réunion se tient dans un contexte particulièrement préoccupant. Jamais les déplacements forcés n'ont atteint un niveau aussi élevé dans le monde. Dans le même temps, les financements humanitaires connaissent une baisse sans précédent, remettant en cause les acquis réalisés au cours des dernières années dans de nombreux pays d'accueil, dont Djibouti. Cette vision traduit la conviction que les réfugiés ne doivent pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires d'assistance, mais également comme des acteurs du développement, capables de contribuer à la croissance économique et à la cohésion sociale lorsqu'ils disposent des moyens nécessaires, bien entendu. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, du HCR, des agences des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'IGAD et de l'ensemble de nos partenaires, des progrès significatifs ont été accomplis. Les investissements réalisés dans les régions accueillant les réfugiés bénéficient aujourd'hui également aux communautés hôtes, illustrant concrètement l'approche de développement prônée par le Pacte mondial sur les réfugiés. Cependant, ces acquis sont aujourd'hui gravement menacés. Depuis la réduction drastique des financements humanitaires intervenue à partir de juin 2025, la situation s'est considérablement détériorée. Malgré l'appel international à la mobilisation de ressources lancé conjointement par le gouvernement de Djibouti et le HCR le 3 août 2025, les financements attendus n'ont toujours pas été mobilisés à la hauteur des besoins. Le gouvernement reste pleinement engagé, mais il ne peut à lui seul supporter durablement le poids financier de cette responsabilité internationale. Et la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti, Mme Sandrine Desamours, a pour sa part salué le leadership du gouvernement djiboutien et réaffirmé l'engagement du HCR à poursuivre son accompagnement malgré un contexte financier particulièrement difficile. Voici un extrait de son discours. En tout propos, à adresser mes vifs remerciements à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui a bien voulu, dans un élan de solidarité exceptionnel, organiser premièrement l'appel à l'action, à la solidarité qui a été lancé l'année dernière, conformément à l'esprit du Pacte mondial sur les réfugiés. Cette réunion-ci du comité élargi du cadre d'action globale pour les réfugiés s'inscrit directement dans le contexte de l'action à l'appel qui a été fait l'année dernière. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude au gouvernement de Djibouti et particulièrement au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La République de Djibouti demeure un acteur de premier plan en matière de protection internationale des réfugiés dans la région de la Corne de l'Afrique. Fidèle à ses engagements internationaux et à sa tradition hospitalité, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du cadre d'action globale pour les réfugiés, souvent connu sur le nom CRRF en anglais. Et clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momene Rablé, a réaffirmé l'engagement constant de la République de Djibouti en faveur de la protection des réfugiés. Depuis plusieurs décennies, la République de Djibouti est reconnue comme une terre d'hospitalité, de solidarité et de stabilité, au cœur d'une région marquée par les conflits, les crises humanitaires et les déplacements forcés des populations, sous le leadership de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et grâce à l'engagement constant du gouvernement, notre pays a toujours placé la dignité humaine, la protection des personnes vulnérables et la solidarité
au cœur de son action. Malgré des ressources limitées et des contraintes environnementales importantes, Djibouti continue d'assumer pleinement ses responsabilités internationales en accueillant et en protégeant des milliers de réfugiés et des demandeurs d'asile. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes ambitieuses. Djibouti a été l'un des premiers États à adhérer au Pacte mondial sur les réfugiés. Notre législation nationale relative aux réfugiés, reconnue parmi les plus progressistes du continent africain, garantit un accès élargi aux droits fondamentaux, notamment à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à la justice et aux services publics. Grâce à cette vision, Djibouti est aujourd'hui reconnu comme un modèle régional d'inclusion des réfugiés. Et direction là, maintenant la ville de Dikil, où un nouveau projet accompagne les jeunes et les femmes vers l'autonomie économique. La ville de l'Unité a officiellement lancé la campagne de sensibilisation du projet intégré de résilience communautaire baptisé localement Khairat. Organisée par l'Agence djiboutienne de développement social ADDS, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'un programme destiné à renforcer la résilience économique et sociale des populations. L'événement a réuni le préfet de Dikil, le président du conseil régional, le directeur général de l'ADDS, des représentants des ministères concernés, de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi que de nombreux jeunes entrepreneurs venus découvrir les opportunités offertes par le projet. Dans leurs interventions, les autorités ont souligné le rôle essentiel de l'entrepreneuriat dans la création d'emplois et la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le préfet de Dikil, Hassan Abdirable, a notamment appelé les jeunes à saisir cette opportunité pour concrétiser leurs projets et bâtir un avenir meilleur. La cérémonie a également été marquée par le témoignage d'une bénéficiaire d'un groupement d'entraide par affinité, GEA. Elle a expliqué comment l'accompagnement reçu lui a permis de soutenir la création d'activités génératrices de revenus pour ses 4 enfants. Monsieur Mahdi Mohamed Jama, dont la vision et l'exigence de confiance guident chacune de nos actions sur le terrain, ainsi qu'à Madame la directrice de financement qui les accompagne et veille avec un dévouement remarquable à ce que cet accompagnement de sensibilisation se déroule dans les meilleures conditions. Merci pour votre appui indéfectible. Enfin, c'est peut-être les remerciements qui me tiennent le plus à cœur. Je vais saluer et remercier les jeunes et les femmes de Dikil venus nombreux ce matin pour s'informer, comprendre, se projeter. C'est pour vous que ce projet a été conçu. C'est autour de vous que cette journée est constituée. Et c'est pour vous que ces fruits deviendront réalité. Votre présence est le plus beau des signaux, celui d'une région debout qui croit à son avenir. On dirait souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Permettez-moi d'ajouter ceci. Dikil, ce matin, l'avenir appartient à celles et à ceux qui sont levés pour entreprendre. Le préfet de Dikil appelle les jeunes à saisir les opportunités offertes par le projet Khairat pour développer leurs initiatives et construire leur avenir. Nous l'écoutons. Régional, Monsieur le directeur général de l'ADDS, Madame la représentante du ministère de la Femme et de la Famille, Monsieur le sous-directeur de la jeunesse, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables des services déconcentrés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers invités, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie marquant le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la sous-convention D du projet intégré résilience communautaire BIRC ou appelé Khairat, dédié au développement des opportunités économiques. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Agence djiboutienne de développement social pour cette initiative qui traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de renforcer l'inclusion économique et sociale des populations les plus vulnérables. La région de Dikil dispose d'importantes ressources humaines. Sa jeunesse est pleine d'énergie
Ces femmes font preuve d'un remarquable esprit d'initiative et nos communautés des mères profondément attachées aux valeurs de solidarité. Notre responsabilité est de créer les conditions qui permettront à chacun et à chacune de valoriser pleinement son potentiel. C'est précisément l'objectif. Et de son côté, le directeur général de l'ADDS a présenté les objectifs du projet intégré de résilience communautaire et son rôle dans l'accompagnement des jeunes et des femmes vers l'autonomisation économique. Voici un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous sommes très émus devant le témoignage de notre mère Fatouma qui a démontré que la jeunesse peut réussir. La jeunesse, c'est pas parce que vous avez des diplômes, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé du travail que vous ne valez rien du tout. Au contraire, les gens qui réussissent, justement, ce sont des gens qui commencent de bas. Et quand vous êtes en plus diplômé, c'est beaucoup plus facile. Et je suis encore plus heureux qu'aujourd'hui, je ne vais pas intervenir seulement en tant que directeur de l'ADDS, mais surtout je vais parler à la jeunesse, parce que moi-même je suis enseignant à l'université, et donc il y a beaucoup d'universitaires et c'est très important. Là, notre mère vous a fait un témoignage. Je vais vous donner 2 autres témoignages. À Hol Hol, il y a une mère qui a également fait la même chose. Elle a commencé de zéro. Donc elle a évolué tout doucement son business, elle s'est construite une maison, et puis elle a ouvert une boutique pour sa fille à Ali-Sevier. Elle avait également un fils qui est universitaire, qui est rentré de l'université avec sa licence et qui est revenu à Hol Hol. Aujourd'hui, le business qu'elle lui a créé, il est le représentant exclusif de Wafi et de D-Money. Et donc, tous les réfugiés, les militaires, il y a énormément de gens à Hol Hol qui utilisent ces services. Et donc, vous voyez, on peut vraiment partir de zéro et créer quelque chose. À Tadjoura, il y a une jeune fille, orpheline de mère, qui également a adhéré au groupement d'entraide et d'affinité. C'est elle-même qui élevait ses 2 frères. Donc finalement, elle s'est construite une petite boutique en adhérant au GA. Et elle a emprunté de l'argent. Elle a acheté un Bajaj pour un de ses frères. Et c'est elle qui tient la comptabilité. Le soir, il leur ramène l'argent et elle le rembourse. Une fois qu'ils ont remboursé intégralement le Bajaj, elle a emprunté encore 1 million et quelques. Et elle a acheté un bateau de pêche pour son 2e frère. Aujourd'hui, ces 3 jeunes, pour nous, sont sortis de la pauvreté. Le mandat du ministère des Affaires sociales et des solidarités, justement, c'est la lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, vous avez vu tous les gens qui sont là. La Chambre de commerce est présente. Nous remercions infiniment le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour mettre à notre disposition toujours leur CDC. Et nous avons surtout le ministère de la Femme et des Familles qui va nous accompagner. Vous avez ici présente Yasmine. Je pense que vous la connaissez tous. Yasmine, surtout, c'est une femme entrepreneuse. C'est une femme qui a eu le prix du chef de l'État. C'est la plus haute distinction. Il faut applaudir pour elle. Et nous restons dans les préoccupations du quotidien avec un sujet consacré aux fortes chaleurs estivales. Alors que les températures atteignent des niveaux élevés durant la période estivale, ce magazine revient sur les épisodes de forte chaleur, leur impact sur le quotidien des populations, ainsi que les mesures à adopter pour mieux s'en protéger. À travers des reportages et des témoignages, nous vous proposons un retour sur les enjeux liés aux vagues de chaleur et les bonnes pratiques pour préserver la santé et le bien-être de tous. La République des Djibouti connaît ces jours-ci une vague de chaleur sans précédent, avec des températures dépassant les 40 degrés, surtout dans la capitale. Dans ce cadre, les autorités sanitaires ont lancé des alertes sur les conséquences sanitaires de cette vague de chaleur.
appelant la population à plus grande vigilance et à éviter l'exposition directe au soleil durant les heures les plus chaudes, à maintenir une bonne hydratation et à privilégier les endroits ombrage ou climatisés autant que possible. Les experts considèrent ce phénomène extrême comme l'une des manifestations les plus marquantes du changement climatique mondial, qui n'est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne pour les pays de la Corne de l'Afrique, en tête desquels Djibouti s'est soumise la nécessité urgente de renforcer les plans d'adaptation et de réponse à tous les niveaux. Nous vivons cet été des conditions climatiques exceptionnelles, caractérisées par une vague de chaleur inédite où les températures ont enregistré des niveaux supérieurs à la normale. Cette situation est très préoccupante, notamment en raison des risques sanitaires majeurs qu'elle engendre, surtout pour les populations vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les patients souffrant des maladies chroniques, telles que le diabète, l'asthme et les maladies cardiaques. Ces groupes sont particulièrement exposés aux conditions liées à la chaleur, telles que le stress thermique ou le coup de chaleur, qui peuvent mettre leur vie en danger en l'absence des mesures préventives adéquates. Au-delà des conséquences sanitaires, les effets de la vague de chaleur se répercutent aussi sur l'environnement et l'économie. La hausse importante des températures accélérées, la désertification dégradée, la couverture végétale et réduit les superficies agricoles impactent directement la sécurité alimentaire nationale. Pour prévenir les complications sanitaires liées à la vague de chaleur, je recommande aux citoyens d'adopter plusieurs mesures simples mais efficaces. Il est primordial de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, éviter l'exposition directe au soleil, surtout durant les heures de midi et en fin d'après-midi. Je conseille aussi de porter des vêtements légers, en coton et de couleur claire qui réfléchissent la chaleur, à défaut de se rendre sur la plage ou dans les espaces ouverts, bénéficiant d'un climat plus clément en fin d'après-midi et une bonne alternative pour atténuer la chaleur. Il est également important de rester dans les lieux ombrage et bien climatisés et d'éviter tout effort physique intense lors des pics de chaleur afin de préserver la santé publique, particulièrement pour les groupes vulnérables. Face aux vagues de chaleur répétées et à l'intensification des effets du changement climatique, la conscience citoyenne et le comportement individuel restent la première ligne de défense contre ces défis croissants. Le respect de ces recommandations ne protège pas seulement les individus contre les risques sanitaires, il renforce également la capacité collective à l'adaptation à cette nouvelle réalité climatique, préservant ainsi des vies et atténuant les charges sanitaires, économiques liées aux vagues de chaleur extrêmes. Place maintenant au sport avec le sacre mondial de l'Espagne. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en s'imposant 1-0 après prolongation face à l'Argentine grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute. La Roja décroche ainsi son deuxième sacre mondial après 2010 au terme d'une finale intense marquée par un duel tactique de haut niveau entre les deux grandes nations du football. Et à Djibouti, la finale de la Coupe du Monde a également rassemblé les passionnés de football dans les CDC. Les centres de développement communautaire ont vibré donc au rythme de la finale de la Coupe du Monde. Les CDC ont accueilli hier soir la projection de la grande finale de la Coupe du Monde de la FIFA, marquant ainsi la clôture d'une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Durant plusieurs semaines, les jeunes ont pu suivre les différentes rencontres de la compétition dans ces espaces de proximité transformés pour l'occasion en véritable lieu de rassemblement et de partage. Au-delà de l'événement sportif, cette soirée finale a été un moment de convivialité et de cohésion sociale. Un public nombreux s'est retrouvé dans une ambiance chaleureuse où supporters des deux équipes ont partagé ensemble les émotions, les moments de suspense et les célébrations, rappelant le rôle du football comme le facteur de rapprochement entre les peuples. Et nous poursuivons sur le plan diplomatique. L'Éthiopie prend la présidence du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Depuis le 16 juillet 2026, Addis Abeba assure cette responsabilité avec l'ambition de renforcer la coopération sud-sud et de mieux faire entendre la voix des pays en développement sur la scène internationale. À travers ce mandat, l'Éthiopie souhaite notamment promouvoir les investissements, le financement durable, le transfert de technologies et défendre les priorités des pays du Sud face aux défis mondiaux.
Et enfin, direction Shanghai, où l'intelligence artificielle est au cœur d'un sommet mondial. Le sommet mondial de l'intelligence artificielle réunit responsables politiques, chercheurs et entreprises technologiques pour échanger sur l'innovation, la gouvernance et l'utilisation responsable de l'IA. Les participants appellent à renforcer la coopération internationale afin d'accompagner le développement de cette technologie et de relever les défis liés à la sécurité numérique et aux transformations économiques. C'est la fin de cette édition du journal télévisé de 15h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous ce soir pour nos prochains bulletins d'information. Excellent après-midi à toutes et à tous.